Comment ça va? Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, merci de nous accompagner en direct. On s'est lancé directement, très vite, pour commencer avec les infos de ce qui se passe dans le monde. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle de l'avertissement de la NOAA pour ce qui arrive cette année, pour ce qui va se passer dans les prochaines semaines et pendant cette saison des ouragans, regardez la vidéo s'il vous plaît. Et là aussi, nous avons déjà mis à jour le sujet de l'Ebola, mais passons à la géopolitique, passons à l'information sur ce qui se passe dans ces conflits. Des milliers de soldats américains sont en train d'être déplacés vers l'Europe, vers l'OTAN. Mais dans un retournement de situation où, tu vois, quoi qu'il en soit, le fait est que ces soldats, ces milliers de soldats américains, au bout du compte, s'approchent de la Russie. Tu pourrais dire que Trump s'entend bien avec Poutine, mais c'est peut-être juste pour détourner l'attention parce qu'en réalité, il vient de placer 5000 soldats à la frontière avec la Russie. Tu te dis, ce n'est pas rien. Et ça, eh bien aussi, je pense que Poutine doit déjà s'en rendre compte, il doit déjà le voir, et je ne pense pas qu'il soit très content à ce sujet. Passons aux informations, voyons ce qui se passe en Israël, ce qui se passe dans d'autres régions du monde, ici même au Mexique, ce qui se passe en Argentine, enfin, plusieurs sujets. Là, des choses intéressantes de ce qui se passe dans le monde. Donc, merci de nous accompagner, mettez un like. Vous nous regardez d'où, s'il vous plaît? Laissez en commentaire d'où vous nous regardez. Oui, nous étions restés en suspens lors de la précédente émission. Merci pour cette question, nous aimerions savoir dans quel pays, dans quelle ville vous nous regardez. Allons-y donc avec les détails. Nous sommes déjà prêts ici, en fait nous venons d'un direct, il y a littéralement quelques instants, nous n'étions pas en train de commencer, comment dire? Comment vas-tu? Merci beaucoup d'être ici. Regardez, nous allons commencer avec ce sujet parce que nous devons aller immédiatement à la carte, parce que les États-Unis avaient spécifiquement à Ramstein, voyons si nous pouvons donner rapidement. Avec l'endroit, ce n'est pas, ça s'écrit avec un R, n'est-ce pas? R, Ramstein, non. Ramstein, c'est Ramstein, oui. Comme le groupe, non? Comme le groupe, oui, voilà, bon, ici c'est la base, non? C'est l'une des bases les plus importantes. Eh bien, le village de Ramstein vivait grâce à la base, car des milliers de soldats américains étaient ici. Ce petit village existait grâce à eux. Grâce au fait que les soldats américains étaient morts là. Bon, tout à coup, les États-Unis se fâchent contre ce... Comment il s'appelle? Contre Merz, non? Ils les emmènent et partent, n'est-ce pas? Alors, regardez ce qui se passe, regardez la distance où c'était depuis l'Allemagne, ce n'était pas seulement en Allemagne, mais c'était aussi au point le plus éloigné de la Russie. Oui, ici c'est la Russie, de ce côté, regardez maintenant jusqu'où ça avance vers l'Allemagne. Oui, vers la Russie, pardon. Autrement dit, en regardant la carte, on va s'approcher. Imagine-toi, ce sont 5000 soldats qu'ils ont retirés d'ici, de Ramstein, et qu'ils envoient vers la Pologne. Oui alors, voyons voir, allons-y, ou à peu près à ce point-là. À quelle distance ou à quel point ils se rapprochent en de la Russie? C'est comme si, tout à coup, les 5000 soldats, se rapprochaient de la Russie de 800 km vers où? Eh bien, vers la Biélorussie et vers la Russie, parce que regarde, en fait, tu es déjà collé à la Russie. Ça c'est Kaliningrad, ça c'est déjà la Russie. Vraiment, c'est un mouvement impressionnant, non? Je veux dire, j'insiste, qu'est-ce que les États-Unis sont en train de voir? Parce qu'ils disaient, non, que Trump s'est déjà retiré et qu'il recule face à la Russie, je ne sais pas quoi. Et il est même allé jusqu'à dire, parce qu'ils avaient annoncé, oui, ils allaient envoyer des soldats en Pologne, et puis après, ils ont dit, non, finalement, non, qu'ils n'allaient pas les envoyer. C'est ce qu'ils ont dit. Tu te souviens? Et maintenant, eh bien oui, et qu'il est déjà en train de les envoyer. Les États-Unis envoient 5000 soldats supplémentaires en Pologne, supplémentaires parce qu'il y avait déjà des soldats en Pologne. D'ailleurs, les États-Unis ont une base là-bas. Enfin, l'OTAN a une base là-bas. L'administration de Trump aurait dit qu'elle allait les retirer d'Allemagne, et qu'ensuite elle allait réduire les troupes dans d'autres endroits en Europe. Maintenant, non seulement ils ne les réduisent pas, mais ils les augmentent et les confirment. Les autorités polonaises ont annoncé cette semaine l'arrestation de citoyens soupçonnés d'espionnage. Pour l'OTAN, enfin plutôt pour Moscou, pour surveiller l'OTAN, que font-ils?
La Pologne a détecté, ou du moins c'est ce qu'ils disent, on détecte 3 citoyens, c'est-à-dire des Polonais. Mais ils travaillaient pour les intérêts russes en enquêtant ou en fournissant des informations sur les mouvements de l'OTAN. Je voudrais ici adresser un salut spécial à Carlos, qui est là-bas en Pologne, n'est-ce pas, et à tous les amis hispaniques qui nous regardent là-bas en Pologne. Merci beaucoup, laissez-nous un commentaire. Ce qu'il m'a dit à l'époque, même si ça fait un moment que je n'ai pas parlé avec lui, c'est qu'il voyait du mouvement, que ça semblait un peu militarisé. Depuis le début de la guerre avec l'Ukraine, tu te souviens ? Oui. À ce moment-là, selon les rapports, ils ont décidé de se préparer et ne veulent plus baisser la garde comme lors des guerres précédentes. Oui, l'attitude de la population et du gouvernement en Pologne est très différente de celle des Européens comme l'Allemagne ou la France. Ici, ils sont déjà mentalement prêts à défendre leur pays. Exactement, donc les autorités polonaises annoncent cette arrestation et le Pentagone a décidé, je ne sais pas si c'est pour ça ou pour une autre raison, mais il a décidé d'envoyer ses 5000 soldats. Les États-Unis ont déjà actuellement, regardez juste pour avoir une idée de ce que signifient les bases américaines en Europe. Les États-Unis, à eux seuls, ont en ce moment 80 000 soldats stationnés en Europe et aussi, de ce point de vue, on comprend l'agacement des États-Unis de dire « Attends, j'ai presque 100 000 soldats là-bas ». C'était au moins pour que tu envoies un petit bateau ou quelque chose avec l'Iran, n'est-ce pas ? En le voyant comme ça, tu te dis « Bon, j'ai trop investi là-bas, au moins il devrait y avoir l'intention ». Non, n'interviens pas si tu ne fais même pas le minimum comme le Royaume-Uni, qui au moins envoie ses avions contre les drones. Mais c'est déjà ça, mais tout le monde ne le fait pas. Non, pas moi non plus. Donc, dans ce sens-là. Eh bien, je dis aussi qu'il faut voir l'autre côté, les différents points de vue, non ? Et c'est un autre point de vue. Quand tu vois le nombre de soldats sans qu'ils ont, tu te dis que c'est un niveau d'entrée, c'est un investissement. Oui, c'est vrai, c'est un investissement majeur car il faut payer salaire, nourriture, entraînement et armes. Parfois avec des familles. Très souvent, c'est comme ça, et ils viennent souvent avec leur famille. Exactement. Donc c'est un investissement important, et cela, au final, donne confiance à l'Europe et donne aussi de l'influence aux États-Unis. N'est-ce pas ? Évidemment, eux aussi ont leurs propres intérêts, non ? Mais bon, c'est comme ça que ça a fonctionné jusqu'à présent, et en fait, il suffit de regarder comment était la guerre du Golfe Persique. Le problème, et là c'est vraiment l'erreur de Trump, c'est de ne pas leur avoir dit. Ne rien leur avoir annoncé, car l'Europe n'était pas préparée, sans réserve suffisante de gaz et de pétrole, afin d'éviter une forte hausse des prix. Donc le fait de ne pas s'être préparé a beaucoup dérangé les Européens. Et aussi le fait que, dans ce contexte, ils doivent acheter ou obtenir du pétrole auprès de navires fantômes pour essayer d'équilibrer un peu les prix. N'est-ce pas ? Exactement. Donc, eh bien, voilà le problème. Parmi les 80 000 soldats, le plus gros contingent, soit 38 000 hommes, se trouvait en Allemagne. Sur 38 000, ils n'en réduisent mais que 5 000. Il en reste toujours 32 000 par là, non ? 33 000. Donc ils ont quand même 33 000 soldats en Allemagne. Donc retirer 5 000 ne veut pas dire qu'ils ont déjà abandonné l'Allemagne. Non, non, c'est juste comme une petite punition, non ? Comme dire « Hé, tu t'es mal comporté, non ?» Et j'enlève 5 000 soldats et tu les envoies en Pologne. J'insiste pour la Russie, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle, un bon signe, non ? Ouais, bon, et puis il faut rappeler qu'en Pologne, il y a déjà 10 000 soldats. Maintenant, il y en aura 15 000. C'est-à-dire, non, ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. Imaginez si la Russie décidait soudain d'envoyer 15 000 soldats à Cuba, juste pour donner un exemple. C'est-à-dire, oui, ce serait... C'est bien qu'ils ne puissent pas le faire. Oui, il ne peut pas actuellement car il manque de soldats, mais ce serait évidemment un énorme problème. Maintenant, là où ça n'a vraiment pas été une bonne journée, c'est sur la question du Groenland. Parce que, eh bien, ce qui était rapporté, c'est qu'il y a eu des protestations parce que le consulat a été ouvert, non ? Le consulat des États-Unis a été ouvert là-bas au Groenland. Groenland, non ? Parce que parfois on le prononce mal, mais c'est bien Groenland, avec un N. Groenland, des centaines de Groenlandais aussi. Enfin, imaginez-vous Groenland, non ? Il y a quoi à 5000 habitants, non ? Donc c'est vraiment très peu de monde. Mais il y a plus de soldats américains. C'est qu'il y a des Groenlandais. Donc si c'est une manifestation de centaines de Groenlandais, eh bien imaginez la place principale avec 100 000, 200 000 ou 300 000 personnes. En fait, c'est vraiment très peu de monde.
Des centaines de manifestations, c'est-à-dire des centaines de personnes qui manifestent. Évidemment, cela signifie une manifestation importante, forte. Que s'est-il passé là-bas? C'était une bonne manifestation aujourd'hui, lors de l'ouverture du consulat des États-Unis, où ils criaient aux Américains de rentrer chez eux. C'est ce que rapporte The Guardian, où ils disent que les manifestants groenlandais portaient une banderole avec un slogan appelé Yusa Asu, qui signifie Stop aux États-Unis. Et d'autres disaient le Groenland appartient aux Groenlandais, et c'est plus important que jamais maintenant de montrer au peuple américain ce que nous avons déjà dit, que non signifie non et que l'avenir et l'autodétermination du Groenland appartiennent au peuple. C'est un sujet où, si tu regardes les interviews, tu vois des gens dans la rue, des gens de tous âges, et personne n'a envie d'appartenir aux États-Unis. Ils disent « Écoute, avec l'Europe, avec le Danemark, j'ai des soins et une éducation garantie. J'ai beaucoup de choses que les États-Unis ne vont pas m'offrir. » Et c'est un sujet où, franchement, les États-Unis auront beaucoup de mal à les convaincre. Oui, c'est ça, c'est le bien-être, non? Le bien-être qu'offre dans ce cas, comment il s'appelle déjà? Guzman. Non. Danemark. Danemark, eh bien, ça ne sera pas pareil. Non. Et toi, en tant qu'Américaine, comment tu te sentirais si on leur donnait ça et pas à toi? Ça te met dans une mauvaise position. Tu ne peux pas faire grand-chose, honnêtement. Non, ce n'est pas ça. Eh bien, regardez, le Groenland est un pays. C'est un pays, c'est un... Oui, il se comporte comme un pays et... Un territoire. Un territoire indépendant, non? Mais cela reste un pays qui bénéficie du bien-être européen et qui ne veut pas de l'absence de bien-être à l'américaine. C'est la réalité, on n'a pas ce niveau ni cette façon de penser. Aux États-Unis, on pense différemment, et cela plaît à certains, pas à d'autres. Mais les Groenlandais, dans ce sens, veulent qu'on continue à bénéficier de ce bien-être, et ils ne vont pas se laisser convaincre simplement parce qu'on leur offre quelque chose ou un peu d'argent. Je ne sais pas quoi. Oui, parce qu'on leur a proposé ça. Et bon, évidemment, ce n'est pas comme si on pouvait te donner 2000 ou 3000 dollars pour donner un chiffre, mais ça ne va pas payer un médecin, une université qui est actuellement gratuite. Oui, d'accord. Et Et aussi parce que tu sais quelle est l'intention. C'est-à-dire, l'intention, ce sont les ressources. Là-bas, on veut des ressources, tandis que les Groenlandais refusent de la destruction de la nature. Ils souhaitent que tout reste paisible. Avec ça, ils ont de quoi vivre, de quoi manger, tout ce qu'il faut. Et c'est suffisant. Et les Danois n'ont pas l'intention d'aller dans ce sens, c'est-à-dire, ils ne veulent pas exploiter les ressources. Ils veulent respecter cela. Exactement. En fait, les gens, la communauté autochtone, les Inuits de ce pays, eux, ils ont en plus des privilèges supplémentaires pour plusieurs choses qu'ils ont vécues avec les Danois. Donc, eh bien, ils perdraient aussi tout cela. Eh bien, oui, voilà, c'est ça le problème. Changeons de sujet, passons à d'autres affaires importantes. Il y a un sujet qui apparaît aujourd'hui dans le New York Times et qui est intéressant pour les amis qui vivent au Venezuela, mais aussi pour comprendre comment se déroulent les mouvements de cette, finalement, éviction de Maduro. Un sujet vraiment important. C'est ainsi que nous avons ouvert l'année, mais ce n'était que le 3 janvier 2026, et on était déjà en train de capturer Maduro, par la force, avec des hélicoptères, des soldats, etc. Voilà, c'est l'histoire. Mais finalement, regardez tout le temps qui s'est écoulé pendant lequel ExxonMobil et d'autres compagnies ne voulaient pas investir. Non, ils n'étaient pas intéressés par le pétrole, car il y a beaucoup d'investissements et d'instabilité au Venezuela. Mais aujourd'hui, le New York Times révèle qu'ExxonMobil est maintenant en train d'entrer en négociation pour extraire du pétrole au Venezuela. D'après ce que l'on sait, cette compagnie pétrolière américaine serait déjà en train de préparer ou d'avancer sur le profil pour créer cette possibilité. Selon ce que dit le New York Times, il a assuré que l'accord sera annoncé à la fin de ce mois et qu'il permettra à Exxon de produire du pétrole dans 6 gisements au Venezuela. C'est donc très intéressant pour les Vénézuéliens d'un point de vue économique. D'un autre côté, tu dis aussi avec qui il est en train de négocier. Ou bien il négocie avec Del Cintos qui, oui, est en train de devenir une sorte de femme politique, peut-être très astucieuse dans le sens où il dit « Eh bien, regarde, je peux faire des affaires et des transactions avec les États-Unis, bénéficier de leur protection et ainsi rester au pouvoir. » Est-ce l'approche? Peut-être. Et la question ici pour les gens qui vivent au Venezuela et pour tout le monde, évidemment, c'est si c'était ce qu'on recherchait, si c'était l'idéal.
Qu'est-ce qui va se passer alors avec les gens qui voulaient contrôler des élections et qu'est-ce qui va arriver à Maria Corina? Enfin, avec tout ce mouvement, dernièrement, je n'ai pas l'impression qu'il soit là. Avant, le mouvement diffusait des infos chaque jour, mais dernièrement, il est très silencieux. En fait, seul le gouvernement reste actif. Au Venezuela, très bien installé, c'est la réalité d'aujourd'hui. Par exemple, ils permettaient aux États-Unis de faire un exercice. Ils vont faire un exercice en cas d'urgence. Et au Venezuela, disons que la relation, a prospéré parce qu'ils leur permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Aux États-Unis, Ils n'ont plus le choix. Exactement. Eh bien, passons à d'autres sujets, à d'autres thèmes aussi. Ces derniers mois, on commence à voir des prévisions sur la hausse à venir des prix du pétrole. Pour ce qui se passe en ce moment, non. Et donc, parce qu'en ce moment, je dis, la bonne nouvelle, c'est que on a un prix du pétrole plus modéré, le prix est en train de baisser. Ça donne un peu de répit, on se dit, bon, peut-être que les choses vont s'arranger. Mais les experts disent ou anticipent que ce n'est pas le cas. Pour commencer, ils disent qu'en ce moment, le prix est comme subventionné, la essence est subventionnée, ce n'est pas le prix qu'elle devrait avoir avec ce pétrole-là, c'est-à-dire avec le pétrole à plus de 100 $. Pourquoi est-ce partiellement subventionné? Parce que certains pays ont des réserves et qu'il reste un peu de pétrole sur le marché. Mais dès que la pénurie s'accentuera, le prix de l'essence et du diesel augmentera. Une période de voyage approche où l'on consomme aussi beaucoup de carburant, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout ce qui est l'été, l'utilisation de l'essence, du diesel, du kérosène, de tout ce que tu veux, explose, n'est-ce pas? Du gaz, des avions, tout ça. Tous ces éléments commencent à être utilisés énormément et donc cela fait que les prix augmentent encore plus. Selon la projection de par exemple, il y a une application qui se consacre au suivi des prix. Ils ont fait leur propre prédiction qui s'appelle GasBody et ils assurent que, dans les prochaines semaines, il pourrait y avoir une flambée des prix. exactement, la moyenne nationale masque des écarts. Des endroits comme la Californie sont bien plus chers, d'autres comme le Texas moins. On s'attend à ce que la moyenne soit de 4,80 $ par gallon. Cela, entre le week-end, le jour du souvenir et la fête du travail, qui, comme l'a mentionné Pépé, sont parmi les dates où il y a le plus de déplacements. Mais on commence déjà à avoir des difficultés au sein de la population. Selon les sondages, sur 10 Américains, 6 disent qu'il devient très difficile de payer l'essence. Et 77% pensent que les prix augmentent beaucoup plus vite que ce que leur portefeuille peut supporter. C'est une dépense récurrente, donc ce n'est pas le genre de dépense dont on peut simplement se dire qu'on s'en passera, n'est-ce pas? Surtout dans certaines villes très grandes comme la Californie, où il est très difficile de se déplacer à pied, comme New York. Qui ne sont pas accueillantes. Pour les piétons, non, exactement. Donc le Texas n'est pas accueillant non plus. Ce n'est pas du tout accueillant. Donc, cette prévision s'explique par deux choses. Une demande plus élevée due à l'été et aussi à la question de la guerre avec l'Iran, qui continue de faire monter le prix du pétrole. En réalité, il existe déjà un avertissement international, n'est-ce pas? Oui, voyons, le marché du pétrole. Ce qu'ils disent en ce moment, c'est que, selon les experts, on va déjà entrer dans une zone rouge parce qu'il y a déjà une pénurie d'approvisionnement. Ces 2 derniers mois, ils ont déjà libéré les réserves. Et on ne voit rien. Il n'y a toujours pas de fin en vue, même si tous les jours, tout le monde dit que ça va s'arranger. Non, je suis là-dedans. Ça va s'arranger. Allons jusqu'au bout. Il ne suffit pas de simples ajustements. La situation ne s'améliore pas, prévient le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, qui affirme que de plus, le problème, comme aux États-Unis, c'est qu'à la fin juin, fin juin, début juillet, commence la saison des voyages. Et la demande générale de pétrole augmente énormément pendant toute la période des voyages. Et c'est pour ça. Pour cette raison même, voyager va être encore plus cher. Non. Bon, peut-être que oui, si je dis il faut vérifier, je ne sais pas, ceux qui ont déjà prévu et déjà acheté des billets, tant mieux, mais ceux qui vont seulement acheter, peut-être que ça leur coûtera un peu plus cher que d'habitude, c'est juste pour qu'ils en tiennent compte. Bon, oui, il y a certains hôtels qui proposent soi-disant des réductions et tout le monde cherche un moyen de... Mais la vérité, c'est que les gens arrivent déjà. Exactement. C'est pour ça qu'ils font des réductions et tout, pour attirer les gens, parce qu'ils savent que les prix vont augmenter et qu'il y a aussi, il y a un problème de récession. C'est une réalité. Il y a un problème de récession que regarde Moody's, par exemple. Moody's a abaissé la note du Mexique.
Le niveau que le Mexique a en ce moment, ce qui vient après, c'est déjà des obligations pourries. Niveau obligations pourries. Donc c'est un point, le Mexique est dans une situation très risquée. On ne parle pas beaucoup de ça en ce moment, mais oui, le Mexique est dans une situation très très risquée. Il n'aime pas parler de ça pendant la conférence de presse matinale. Toujours. Et ça, c'est un gros problème que je vois. Une chose, c'est de vouloir voir les choses du bon côté. Une autre, c'est de fuir la réalité. Bien sûr qu'il faut être optimiste. Bien sûr que le Mexique a beaucoup de potentiel, et l'Argentine, le Chili, tous les pays ont du potentiel. Oui, mais le potentiel ne brillera pas tant qu'on ne verra pas la réalité. Et le problème des politiciens, c'est qu'ils n'aiment pas voir la réalité parce qu'ils sentent, qu'on leur reproche quelque chose. Ce n'est pas contre vous. En fait, c'est simplement que si on ne voit pas la réalité, on ne s'améliore pas, on n'avance pas. C'est essentiellement ça. C'est comme aller voir un sportif qu'il fasse tout de travers et que tu lui dises « Très bien, bravo, tu es très bon », juste pour ne pas le contrarier. Le sportif, non, il faut lui dire « Regarde là, tu t'y prends mal. Tu ne manges pas bien, tu fais ça, et là le sportif va comprendre. » Pero Mais tu te rends compte qu'il faut y aller avec des pincettes, non? Tu ne peux rien leur dire. Tout doit être fait avec une extrême délicatesse, tu ne peux rien leur dire qui puisse les déranger. Et quand on leur dit quelque chose, ils se vexent. Ils disent mais que c'est politique, que c'est parce que c'est l'opposition. Mais non, ce n'est pas ça. Exactement. Je veux dire, ici au Mexique, quelque chose qu'on voit et que je crois qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, c'est que dans l'histoire de l'existence de cette entreprise FEMSA qui possède OXXO, ils vont commencer à fermer des magasins. Et ça, ce n'est pas normal. Messieurs, ils disent qu'ils ont plusieurs magasins qui ne... Eh bien, j'imagine qu'il y en a pas mal. Ce n'est pas un ou deux, ça doit être un nombre considérable. En ce moment, il y a 1100 OXXO dans tout le Mexique. Juste au Mexique, évidemment, on ne compte pas ceux dans d'autres pays. Mais certains de ces magasins ne génèrent plus de bénéfices, donc ils vont les fermer. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est développer ce qu'ils appellent les OXXO de niche. Mais qu'est-ce que c'est, ces OXXO de niche? Eh bien, ce sont celles qu'ils installent, par exemple, sur Internet ou dans des endroits très difficiles d'accès où très peu de gens peuvent aller. Dans un parc industriel, dans des bureaux d'entreprise, ce sont des OXXO très petits, mais qui ont l'essentiel pour ces personnes qui ne peuvent pas sortir parce que l'endroit est très éloigné ou parce que c'est trop compliqué d'aller ailleurs. J'ai vu ça aussi dans les universités. Dans les universités, dans les parcs aussi, ils en mettent. Bon, alors quoi? Ils sont tout petits, vraiment tout petits, mais aujourd'hui Ça dépanne comme ça? qui le dépanne. Parce qu'aujourd'hui, tu veux de l'eau, tu veux ceci, tu veux cela, enfin, et donc tu y vas et tu achètes. Bon, c'est très intéressant. OXXO, 7-Eleven, toutes ces boutiques, non? Pareil, Elle a 24 455 magasins. 24. 000. J'ai 10 000 juste ici dans le quartier. Sinon 24 450, 24 455. Oui, c'est beaucoup, c'est énorme. Et ça, c'est en plus des petites boutiques, des gens qui ont leurs petits stands, qui ont leurs magasins, les épiceries de quartier typiques. C'est-à-dire, bon, il y en a vraiment beaucoup, et même ce genre d'entreprises, qui sont finalement des corporations, ont du mal. Oui. Imagine ce que vivent les autres entreprises qui sont plus petites, les petits commerces familiaux qui n'ont pas le même niveau de prix. Parce que à eux, en fait, les OXXO fonctionnent avec de nombreux propriétaires. Chaque OXXO a un propriétaire, non? En théorie. Donc, en théorie, ils obtiennent des prix plus bas parce qu'ils achètent en grande quantité, et donc ça revient moins cher. Ceux qui ont une petite boutique ne le vivent pas forcément. Imagine ce qu'ils vivent actuellement, non? Oui. Et bon, la fermeture va surtout concerner le sud-est du Mexique parce qu'ici, dans le nord, tout reste pareil. Les OXXO continuent de donner de bons rendements, mais dans la partie sud-est du Mexique, ce n'est plus tellement le cas. Pourquoi? Parce que beaucoup d'États dépendent des envois de fonds et que ces envois n'arrivent pas. Faites attention à ce sujet car avec les mesures de Trump sur les envois de fonds, c'est un fait. Salutations à Antonio. Comment vas-tu à Guadalajara? Un énorme salut à Maître Shifu. Comment vas-tu? Dit Breaking Girl. Tigres 0, la machine à 0. Ils sont sur le point de commencer à jouer au football. En ce moment, ils sont en train de... Il y a un match. Combien? L'attention ici. Combien ils mettent? À quoi tu joues? Combien? Combien? Combien ils misent là-bas sur les Tigres? Je viens de finir de passer des examens. Tigres 52. Le deuxième que... Comme Papco Interrogation Surprise. Ils y vont. La deuxième mi-temps commence. Avec les Pumas et Cruz Azul. Excellent. Non, eh bien... Ah! D'accord. Puma, oui, moi, et tu as les Tigres. Les Tigres. Oui, tu as mis un tigre.
Je ne sais pas si c'est une marque, mais pas Pumas. Il n'y a pas de Pumas dans les salutations Roblox. Comment vas-tu? MT, super. Libran, ça va? Comment tu vas? Salutations, dit-il. La grande finale, ce sont les Pumas, ajoute Francisco Arce. Super, Francisco. Voyons comment ça se passe pour eux. Espérons-le, c'est une bonne équipe. Allons-y. Abordons d'autres sujets importants. Et il y a déjà des tensions très intéressantes avec la Biélorussie parce qu'on a participé jusqu'à aujourd'hui, jour où se sont terminés les exercices nucléaires Russie-Biélorussie. Évidemment, il allait y avoir une réaction de la part de l'Ukraine, de la part de l'OTAN, etc. D'abord Loukachenko. Qu'est-ce que dit Loukachenko? Eh bien, Loukachenko est toujours très astucieux aussi, parce qu'il dit oui à tout à Poutine, sauf à la guerre. Chaque fois qu'on fait un exercice en disant « Aujourd'hui, je peux déployer une bombe nucléaire, et tu peux placer les bombes nucléaires où tu veux », mais quand il s'agit d'aller plus loin, de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conflit, là il dit « Je vais te décevoir, mon pote, mais je n'aime pas la guerre, mince alors ». Et donc Loukachenko est essentiellement sorti aujourd'hui pour dire « Attendez, attendez, calmez-vous, calmez-vous ». Loukachenko affirme que la Biélorussie ne se laissera pas entraîner dans la guerre en Ukraine et qu'il ne rejette pas la faute sur l'Ukraine. Il assure cependant qu'il se défendra avec la Russie si nécessaire. Mais c'est tout, le président biélorusse a écarté aujourd'hui l'idée que la Biélorussie entre dans le conflit. Évidemment, il a envoyé de mauvaises ondes à Zelensky. Mais sur ce sujet, il dit que nous ne pensons pas entrer dans le conflit parce que le soupçon actuel de l'Ukraine est qu'on va essayer d'entrer par le nord. En fait, c'est ce que dit le chef d'état-major. Bien sûr, C'est Zelensky qui l'a affirmé. Syrski supervise toutes les forces de sécurité impliquées. Mais bon, aujourd'hui, on dit aussi à Zelensky d'assurer la frontière avec la Biélorussie et de surveiller les mouvements à Minsk. Et il lance un avertissement à Minsk, qui est la capitale, de ne pas entrer sur le territoire ukrainien. Il leur avertit qu'ils devront alors répondre de leurs actes. Le gouvernement ukrainien a déjà dit plusieurs fois qu'ils ne veulent pas de guerre avec la Biélorussie, qu'ils se sentent très proches de ce pays. Ils se sentaient aussi proches de la Russie. Il affirme que les forces de défense, de sécurité et les services de renseignement ukrainiens connaissent les menaces et savent y répondre correctement, sans aucun doute. C'est donc l'avertissement qu'il lance face à la possibilité qu'il se lance, n'est-ce pas? Mais je veux dire, vous avez vu Loukachenko tenir bon pendant 4 ans? 4 ans, 4 ans sans y mettre les pieds. Oui, des choses y ont été lancées, mais pas de drones. C'est par là que les soldats russes sont d'abord entrés en février. il s'en est tenu à cette ligne pour ne pas s'impliquer complètement. Aussi parce qu'il sait que beaucoup de Biélorusses aiment l'Ukraine, ce sont des soldats qui participent en Ukraine et qu'ils peuvent plus tard devenir sa propre opposition ou sa propre... Oui, ça peut se retourner contre lui. Ça peut se retourner contre lui, exactement. La situation en Biélorussie n'est pas idéale pour lui non plus. Ce n'est pas l'idéal et il a réussi à maintenir un certain ordre, voire une certaine prospérité. Contrairement à la Russie, eux ont réussi à maintenir un certain niveau de prospérité. Ils ont réussi à ne pas être autant isolés et cela est bien ce bien-être, pour ainsi dire. Et la vérité, c'est que beaucoup de ces youtubeurs de voyage qui font le tour là-bas et qui ne vont pas seulement là où je vais, mais qui vont aussi dans de petits villages et tout ça. Et c'est différent des villages russes où l'on voit de vieilles voitures très abîmées. Ici, on peut dire que tout a l'air bien, même pour un pays qui, tu sais, est dirigé par un dictateur ou tout ce que tu veux. Eh bien, beaucoup de gens sont très modernes dans le sens où ils sont tatoués avec plein de piercings et tout ça, ce genre de choses. On ne ressent pas cette rigidité que tu pourrais voir, par exemple, tu sais, dans cet endroit en Moldavie, cet endroit que la Russie contrôle. Oui, Oui, la Transnistrie. en Transnistrie. La Transnistrie ressemble aux années 60. Là-bas, on a l'impression de voyager dans le passé de la ville, tout semble plus fermé, plus contenu, plus censuré. Mais ici en Biélorussie, regardez les images, on sent que c'est un peu plus européen. Oui, il y a même beaucoup de marques américaines que vous pouvez trouver ici, si vous voulez acheter. On a demandé aux Biélorusses ce qu'ils ressentent le plus s'ils se sentent plus européens ou russes, et ils disent toujours européens. Mais si tu regardes leur visage, leur attitude, non, c'est très différent, très différent. Oui, bon, c'est une caractéristique. Donc je pense que Loukachenko a joué un double jeu à ce niveau-là, non? C'est un personnage assez intéressant à ce niveau-là.
Il reste quand même un personnage qui agit pour ses propres intérêts et tout ce que tu veux. Mais c'est un personnage différent, non? Avec une situation différente de celle de la Russie. Maintenant, une autre question est... Bon, tu as déjà commenté ce qu'a dit ce Zelensky, n'est-ce pas? Bon, alors passons aux autres sujets. La situation puisque nous sommes en Russie. Le raffinage au centre de la Russie est paralysé. Le centre de la Russie est à l'arrêt en ce qui concerne le raffinage. D'après les rapports, après les dernières attaques, tout s'est simplement arrêté. Les incendies, les colonnes de fumée qui continuent de s'élever là-bas. Eh bien, un jour ce sont les raffineries, un autre jour c'est le gaz, un autre jour ce sont les oléoducs. C'est-à-dire chaque jour ça change. Mais le point c'est que rien qu'en 2026, des dizaines de raffineries ont déjà été touchées. Certaines attaquées jusqu'à 5 fois, parfois les mêmes. Ce n'est donc pas un problème mineur. C'est un problème qu'on ne peut pas minimiser. La capacité de plusieurs raffineries a été paralysée totalement ou partiellement dans leurs opérations. Et cela dépasse déjà 83 millions de tonnes métriques par an, soit environ 238 000 tonnes par jour, qui ont été paralysées. Et cela représente essentiellement entre 25 et 40%. Ils estiment que l'arrêt actuel suit ce schéma. Ils réparent, redémarrent, puis c'est de nouveau frappé, et répètent ce cycle. Ce n'est pas une guerre liée à la question énergétique devenue très compliquée. L'Ukraine est surtout victime concernant l'électricité. Elle subit des frappes et reste souvent sans courant à cause des coupures. Et maintenant, la Russie vit aussi cette situation, n'est-ce pas, ce problème énergétique, même déjà avec. Il y a des stations-service, ce qui est encore plus grave à cause de leur façon d'exploser et des risques évidents pour les civils. C'est vraiment un sujet terrible, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Non, une autre chose qui les affecte, en plus de ces attaques ukrainiennes, c'est qu'il y a eu des grèves en Russie qui ont touché les oléoducs, les installations de stockage, et bien sûr, la question de l'Iran les a également impactés. Oui, d'une façon ou d'une autre, cela les atteint aussi. Il y a quelque chose d'un peu à part, puisque nous parlons d'énergie, mais c'est un tournant que la planète a pris. Peut-être que personne ne s'en rend compte, eh bien oui, personne ne s'en rend compte. Comment aurions-nous pu nous en rendre compte? Mais il a été rapporté que l'énergie éolienne et solaire a atteint un sommet au cours du mois d'avril dernier. Oui, on en est arrivé à en produire davantage. Par exemple, le gaz. C'est-à-dire que, pour la première fois dans l'histoire, l'énergie éolienne et solaire combinées ont dépassé le gaz pour la première fois le mois dernier. Cela représente donc un jalon, parce qu'avant, c'était impensable, quelque chose de beaucoup trop lointain. L'énergie éolienne et solaire combinée génère désormais plus d'électricité que le gaz dans le monde. C'est la première fois dans l'histoire, selon les données analysées par le groupe britannique Enver, qui est un groupe britannique. Ce groupe est chargé d'analyser des données sur les questions énergétiques. Et donc ils sont arrivés à la conclusion que, pour la première fois, cela dépasse le. La production d'énergie par ces deux moyens, l'éolien et le solaire, dépasse, j'insiste, le gaz. Je le répète, c'est un jalon, c'est quelque chose... C'est un tournant pour elle. Un accomplissement vraiment énorme, n'est-ce pas? Et ici, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment c'est réparti, non? Je veux dire, comment cette croissance énergétique est-elle répartie? Voilà l'information, je ne sais pas si c'est quelque chose de courant. On estime que la production combinée d'énergie éolienne et solaire augmente de 13% d'une année sur l'autre. Attendez, eh bien, sur plusieurs marchés, y compris la Chine, qui a augmenté de 14%, l'Union européenne de 13%, la Grande-Bretagne de 35% et les États-Unis 18% à peine, l'Australie 17%, le Chili 24% et le Brésil 4%. Et donc, l'analyse de la base de données rapporte qu'il y a 35 pays pour lesquels des estimations conservatrices sont utilisées pour les pays qui n'ont pas encore publié leurs chiffres. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des pays comme le Mexique, non? Ils utilisent ou n'ont pas de chiffres, c'est-à-dire ils n'ont pas ce, eh bien oui, ce chiffre-là. À Coahuila, nous avons ça, mais nous le cachons, nous n'aimons pas, mais je n'aime pas me vanter. Ils préfèrent dire que nous utilisons du charbon. Oui, nous utilisons, oui. C'est bien, c'est bien. Regarde, et ici dans la réalité, eh bien, nous utilisons de l'énergie atomique et de l'énergie à un autre niveau que tu ne comprendrais pas, que les gens ordinaires ne comprendraient pas. Non, non. Quand on a un genre de compte Wakanda, tu ne le regretteras pas. Mais c'est très caché, vraiment très caché. Caché, non, si on le voit comme non, évidemment. Mais ni pendant le passeport, ni le visa. Ni l'intervisa, mais bon, là-bas tu peux quand même obtenir une carte verte. Oui, ça ne sert à rien, non, ça... Et vous verrez Blanca Barcelo, comment tu vas, Christy Krantz, un grand salut,
Carmen Lares, quoi de neuf? Comment tu vas? Très bien. Eh bien, passons à d'autres sujets aussi intéressants. Aujourd'hui, c'était censé être une journée de négociation, oui, et c'est pour ça que le pétrole a commencé à baisser, mais comme ils n'ont pas arrêté de multiplier les menaces, très lourdement. C'est-à-dire que si, comment ça s'appelle, Octava, qu'on va utiliser l'uranium, il parlait entre des navires de guerre et tout ça. Eh bien, ils ont aussi commenté aujourd'hui, n'est-ce pas, que Trump dit toujours que la marine, enfin la flotte navale des États-Unis, que celle de l'Iran est sous la mer, qu'elle est coulée. Il dit que la marine qu'il croit détruite, il l'enverra au fond de la mer. Voyons la marine, c'est un peu bizarre. La marine que Trump croit détruite. Oui, que c'est toujours la personne. Il va l'envoyer. Et comment il va à la base? Comme un petit fantôme ou des petites fantômes, c'est-à-dire... Parce qu'il n'a vraiment rien de bon, il n'a rien du tout. Je veux dire, dans tous les cas, ils ont ces petites vedettes, tu vois, ce sont des vedettes armées. Ce sont des vedettes qui, franchement, peuvent vraiment te causer un gros problème, n'est-ce pas? Souvenez-vous des petites vedettes ukrainiennes qui coulaient dans des navires valant 100 millions de dollars ou plus. Elles sont donc très dangereuses. Il dit aussi que le président Trump pense pouvoir rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui est risqué. Exactement, c'est le président Trump crée. Par la force et les navires de guerre. Il doit savoir que la même marine qui, selon lui, a été détruite sera celle qui l'enverra au fond de la mer. C'est ce qu'a déclaré le numéro 2 de la marine de la garde révolutionnaire qui s'appelle Mohamed Akbar. Vous savez, eh bien, il a dit cela à la télévision et il faut dire que sur leur télévision, ils parlent vraiment beaucoup. Il a également insisté sur le fait qu'en dépit de toutes les ruses et des plans, les Américains ont échoué à plusieurs reprises lorsqu'ils ont tenté d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Eh bien, je sais qu'ils exagèrent un peu. Je veux dire, les Iraniens exagèrent beaucoup, c'est la vérité. Je veux dire, Trump aussi exagère beaucoup. Mais il faut aussi regarder les faits, et les faits sont que le détroit d'Ormuz est, disons, ouvert, mais dans l'intérêt de l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran décide qui peut entrer et qui ne peut pas. Donc ça, c'est aussi une réalité qu'on ne peut pas nier, du moins jusqu'à maintenant. Et ça, évidemment, ça dérange, non ? Ça dérange les États-Unis parce que, heureusement, on voit que c'est comme donner la victoire aux Iraniens, n'est-ce pas? C'est comme dire soudainement, non, eh bien tu as gagné parce qu'en gros, tu es le seul qui peut passer par là ou laisser passer un navire, n'est-ce pas? Dans ce cas, eh bien les Chinois, les Pakistanais, uniquement ceux qui sont de leur côté, non? Ce sont eux qui peuvent passer, n'est-ce pas? Mais bon, ça énerve beaucoup les États-Unis et évidemment, ça énerve énormément les pays du Golfe qui ne sont pas satisfaits de cette négociation, enfin, de cette non-négociation parce qu'il n'y a pas encore eu de négociation, n'est-ce pas? Autre chose, eh bien, les pays du Golfe ont réagi, oui. Eh bien, les pays du Golfe ont réagi aujourd'hui parce qu'il faut rappeler que ce matin, enfin non, depuis hier, déjà, ils disaient que le bureau est prêt. Les responsables du détroit d'Ormuz, du côté de l'Iran, nous avons déjà tous les documents, le coût, etc. Eh bien, les 5 pays du Golfe ont officiellement rejeté aujourd'hui l'idée que l'Iran est autorité sur le détroit d'Ormuz, puisqu'aujourd'hui, elle a créé un passage par cette voie. Eh bien, Bahreïn, Koweït, Qatar, Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont envoyé une lettre à l'Organisation maritime internationale, un organisme de l'ONU pour la navigation, dans laquelle ils demandent aux navires commerciaux de ne pas interagir avec les autorités du détroit du Golfe Persique, ni de traverser la voie en utilisant l'itinéraire désigné par l'Iran. Eh bien, depuis hier, des navires l'utilisent justement pour pouvoir sortir de là. Ce document a été distribué à l'OMI et début mai, il faut rappeler que l'Iran a fermé ce détroit. D'accord. C'est comme ça, non? C'est comme ça. Regardez, il y a une chose curieuse qui a été diffusée. Très clair. Dans plusieurs médias, même ceux de RT l'ont publié. Ceux de Russie, n'est-ce pas? RT, donc eux, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu sur beaucoup de réseaux depuis des semaines. Ils parlent de ça et ça montre comment, tout à coup, il y a des choses bizarres dans les médias américains. Regardez, faites attention au coup, c'est-à-dire, c'est une personne qui parle, un expert. Déjà, comment il s'appelle? Ceux de Fox ont la réputation de... Ils amènent des experts, et tu vois l'expert et tu te dis, voilà l'expert, par exemple, que c'est le chef du Hezbollah, non? Et il est là en train de parler, non? Et puis la même personne, quelques mois plus tard, non?
Tu la vois comme maintenant nous parlons avec je ne sais pas, quelqu'un qui manifeste avec Antifa, non? Et il apparaît là. Non, maintenant c'est un hacker, je ne sais pas quoi. C'est toujours le même personnage qui apparaît. Donc, ils utilisent souvent des acteurs pour faire des interviews et pour pouvoir donner. Comme l'information, non? Et c'est très regrettable parce que, évidemment, il y a des gens qui croient que ce sont de vrais personnages. Mais ici, ce que nous voyons, apparemment du moins, et ce n'est pas la seule vidéo, il y en a plusieurs, ils portent un masque, non? C'est-à-dire, imagine, et en fait les masques aujourd'hui sont vraiment réalistes. Ils sont impressionnants. Ils sont super réalistes, ils adhèrent complètement à ton visage et tu deviens une autre personne, il ne suffit pas juste de te couvrir le cou, ce qu'ils ne font clairement pas bien. Même pour ça, ce sont des gamins. Et voilà, tu n'apparais plus là. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez un autre avis, mais ça attire l'attention. Selon ce qu'indique ici l'utilisateur des réseaux sociaux, ils ont été perplexes à propos du coup d'un invité de Fox News appelé Robert Howard, qui avait ceci sur le coup et ils insistent sur le fait que ce n'est pas la première fois que quelqu'un apparaît comme ça, n'est-ce pas? Alors, eh bien oui, c'est curieux. Certains se moquaient, en disant que peut-être c'était ce genre de masque, n'est-ce pas? Ces masques paraissent peu réalistes en main, mais très réalistes portés car ils sont collés aux yeux et la bouche reste visible. Donc ça aussi, eh bien, c'est ça. C'est peut-être Tom Cruise? C'est Tom Cruise, n'est-ce pas? C'est lui qui l'enlève le mieux? Celui-ci. Eh bien oui, qui sait ce qui se passe? Non, on voit bien que c'est un masque. Oui, ça y ressemble, non? Peut-être que je ne sais pas, mais regarde, il est là, comment ça s'appelle? Cruise, imagine comme tu serais génial. Exactement, non, c'est comme ça, mais les gens continuent de mettre des photos, il n'est pas là. Eh bien, voilà. Bon, moi je n'en mets pas. Regardez par exemple, ici il y a cet individu qui est censé être à l'entretien. Ce n'est pas celui qu'il est vraiment, non? On dirait pas. Eh bien, il y a des différences, n'est-ce pas? Oui. Des différences, oui. Mais au moins le coup est bien collé. Oui. Oui, il est bien collé. Au moins de ce côté-là, oui, ça marche. Bon, pour les choses bizarres, eh bien, qui sait, non. Non, je ne veux pas encore tirer de conclusion là-dessus, mais oui, au moins c'est étrange. C'est étrange comme tout à coup ces médias sortent des trucs, non? Passons à d'autres sujets, oui, importants. Eh bien, aujourd'hui, Trump, avec le sujet de Cuba, il semble qu'il veuille exercer une pression, même si hier il affirmait que non, qu'il n'aurait pas besoin d'intervenir. Eh bien, Trump a nié que le déploiement de ce porte-avions nucléaire, l'US Nimitz, dans les Caraïbes soit destiné à intimider Cuba. Il dit que cela n'a rien à voir, que les États-Unis sont simplement intéressés à envoyer de l'aide humanitaire à Cuba et aussi à permettre aux exilés de retourner dans leur pays s'ils le souhaitent ou de le visiter, n'est-ce pas? Et donc, on lui a posé des questions à ce sujet, n'est-ce pas? Pourquoi ont-ils ce porte-avions nucléaire là-bas ou pourquoi l'ont-ils envoyé là-bas? Dans une zone si tendue, n'est-ce pas? Certains pensent qu'il va faire ce geste pour essayer de gagner une partie de la population des États-Unis parce que, bon, en ce moment, Trump ne décolle tout simplement pas. Non, il ne décolle pas. Je veux dire, il est loin du niveau dans les sondages qu'il avait au début de l'année, et pourtant il n'avait pas très bien commencé, mais il n'allait pas si mal non plus. Et en ce moment, eh bien, il n'y est pas. Il veut convaincre, j'imagine, la communauté qui se trouve en Floride, notamment les républicains de Floride, qui depuis très longtemps demandaient aux républicains. Il y a aussi Marco Rubio d'origine cubaine. Eh bien, ils demandent aux politiciens de prêter plus d'attention à Cuba, et parce qu'au final, ils veulent récupérer. En fait, on est déjà en train d'établir toutes les pertes subies par les entrepreneurs qui avaient des affaires là-bas, parce qu'ils cherchent déjà à récupérer ce qu'ils ont perdu, à ce qu'on leur rende, non? Mais à l'époque des années 50... Oui. Oui. C'est possible. Oui, c'est possible. Alors, bon, je veux dire... Beaucoup d'années ont passé pour moi, non? Oui, mais c'est ainsi. N'oubliez pas le business. Bon, eh bien, passons à d'autres sujets. D'ailleurs, il circule que ce personnage est vivant, qu'il sort, qu'il se passe quelque chose à ce sujet. Mais enfin, voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette personne. Regardez, voyons si je peux la mettre ici. Cet homme-là, il a été l'ancien président de l'Iran, qui appartient à une branche très modérée, très conservatrice, disons, en Iran. Non, pas modérée, conservatrice. Extrémiste, oui,
Pas tant que ça, pas tant que ça. Pas comme Masoud Pézizian, c'est-à-dire qui est plus modéré, mais pas non plus comme lui, comment ils appellent. Moctava et tout. Disons que c'était un personnage plus au centre. C'est pour ça qu'il a eu de bonnes relations avec certains pays d'Europe. Même s'il appartenait à une branche un peu plus réservée que Masoud Pézizian. Mais disons que c'était une figure clé, importante, pour voir un Iran plus calme dans ce sens. On suppose que lors d'une attaque menée par les États-Unis et Israël, il avait perdu la vie. C'est ce qui a été rapporté. Mais à présent, certains détails non confirmés par vidéo ou autres laissent penser qu'il serait peut-être en vie. Alors, dans ce cas-là, eh bien, c'est Ahmadinejad, non? Ce personnage, Mahmoud Ahmadinejad, pourrait être en vie. Ça aussi. Exactement. On dit aussi que les États-Unis et Israël le voulaient, lui, à la tête du pays. Eh bien, c'est possible. C'est possible, c'est juste que, eh bien, en ce moment, au début, il disait, en fait, Trump l'a dit au début. Oui, mince, c'est que ceux avec qui nous allions négocier, eh bien, ils sont déjà morts. Alors, eh bien, Parce que peut-être eux-mêmes. oui, parce qu'eux-mêmes, enfin pas peut-être, mais parce qu'eux-mêmes, Eux-mêmes. bien sûr, lors des attaques, eh bien, il lui aurait ôté la vie. Donc bon, la question est que maintenant, il y a des rumeurs disant qu'en réalité, il n'a pas perdu la vie, qu'il est déjà dans la nature. Mais, eh bien, il n'est plus apparu en public ni rien, il est donc complètement caché. Un autre personnage dont on disait qu'il avait perdu la vie, c'était Ismaïl, celui qu'on dit être en réalité un espion du Mossad, qui est aussi déjà réapparu, il est revenu. Oui, je savais qu'il était à nouveau en vie, mais... Il est là, il traîne le pic-assiette. Oui, il est là, il traîne et a plus de vie qu'un chat. Il tombe. C'est incroyable, il survit à tout. Il y en a déjà plusieurs qui ont survécu. Oui, eh bien, c'est comme ça aussi. Passons à d'autres sujets. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Merci beaucoup de nous accompagner. Louis Pedro Ferrari, comment vas-tu? Emma, grosse salutation. Dany Daniel, comment ça va? Le père de non-dit. Le père de non dit que tu as divorcé. Il Voyons, il dit des phrases. dit que se marier est un crime, donc il demande des témoins. L'amour est aveugle, le mariage lui rend la vue. Comme le dit le jardinier, soyons heureux. Tant que nous le pouvons. Oui, exact, c'est très bien, c'est très bien. Très bien, salutations pour lui. Salutations à Gibran Huevo Huevone, salutations, salutations. Gibran. Comment ça va? Salutations à Luis Pedro Ferrari et Raúl Rodriguez. On dit qu'en Iran, les hommes commandent, alors qu'aux États-Unis, en Israël et chez les Alliés, ils commandent aussi, mais en mettant la main à la poche. Je n'ai pas compris. Salutations, Raoul. Salutations Raoul, comment vas-tu? Dis-moi, Moreau, la FIFA suspendrait-elle la Coupe du Monde pour protéger la vie sur Terre? Vraiment, en plus, il y a aussi tout ce qui concerne la FIFA, c'est-à-dire le mouvement international. Oui, je sais. Avec l'histoire du pétrole, ça allait être vraiment, vraiment compliqué. Oui, ça allait être compliqué, je veux dire, parce que c'est... Non, là maintenant, le sujet est déjà, il est à fond. Donc non, je ne vois pas comment ça pourrait être suspendu. Ici, le risque principal, c'est plutôt qu'il pourrait y avoir un genre de, comment on appelle ça, d'attaque ou des choses comme ça, mais bon, qui sait, je ne sais pas. Et j'ajoute, personne ne sait avec qui il se marie, mais on sait de qui on divorce. Ha 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 ha. Salutations, Tapatia. Comment vas-tu? Salutations. Salutations à Fidel Botella aussi, à Raoul Sachs, comment vas-tu? AMT, Brezeka, AMT, pardon, il est aussi ici. Ivan Cruz, salutations Ivan. Et à Dice Chendeño, comment vas-tu? À Alpha Phoenix. Salutations, Alpha. Salut, salutations. Fidèle, comment vas-tu? Aussi, Moreau, Raoul Rodriguez, salutations à tous. Luis, quoi de neuf? Salutations à Marita depuis Buenos Aires, Argentine. Merci pour l'information. J'écris rarement, mais je vous regarde toujours. Heureux de t'avoir ici, Marita Quintero. J'espère que tu participeras davantage. Super, merci de commenter. Salutations à Christy. Comment vas-tu, Chris? Christy, comment ça va, Christy? Comment vont les choses? Fabienne, salutations, bonsoir, quoi de neuf? Robbie dit qu'il ne nous voit pas. Regarde, quel compadre. Il dit d'ici c'est la ville de Monterrey. Salutations, salutations. Salut, comment vas-tu, compatriote? Bonsoir. Salutations à Adilson aussi, à Liliana qui dit bonsoir Pépé, tu fais déjà des salutations, 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 salutations aussi à Liliana aussi. Merivas, les deux Liliana se sont mises d'accord. Elle dit bonsoir à tous, un salut pour Asli et Pépé, un excellent travail mère, salutations, salutations. Merci beaucoup, un grand bonjour. Salutations à Rublo, Rublox MX et Anna Hux. Comment vas-tu Anna Hux? Merci pour l'adhésion offerte. Anna, merci beaucoup pour cette adhésion.
Alexis0966 l'a reçu et salutations à Wendy qui nous regarde depuis New York. Quoi de neuf, Wendy? Salut à toi aussi. Et à José, ça va la chaleur, Wendy? José M2065, José M2065 qui a reçu la 2e adhésion offerte par Anahux. Regarde. Super Anna, merci beaucoup. Salutations à Antonio Vasquez aussi, à Icon Render, à Gabriel Duran qui a fait une émission incroyable. Salutations à Blanca Barcelo. Comment vas-tu, Blanca? Salutations Blanca, merci Gabriel, merci Walter, comment vas-tu? Wendy, qu'en dis-tu? Comment trouves-tu la chaleur? Bon, il fait moins chaud maintenant, non? À New York, non? C'est plus calme maintenant, non? Adilson, Anna, qui d'autre est cela? Alexis, n'est-ce pas? Aussi, salutations. Salutations. Salutations à Walter qui dit Francisco Arce, ici au Mexique, le gallon est à 5$ dix. Oui, c'est cher, c'est cher. C'est cher, dit Gibran Nuevone. Je me sens mal pour les nouvelles générations. Oui, la situation est compliquée. Ils ont des choses compliquées, ils ont aussi des choses positives, c'est-à-dire, il y a un peu de tout. Et puis, c'est aussi un moment avec beaucoup d'opportunités. Non, je dis juste que j'aurais aimé avoir ce genre d'opportunités à mon époque. C'est-à-dire, imagine avoir, je ne sais pas, à 15 ans, tout ce sujet des réseaux, ce serait super, super génial pour moi. Enfin, pour moi, ce serait, je ferais des contenus de... Non, oui. Oui, en créant du contenu, oui. Bien sûr. J'ai eu une émission de télévision à 15 ans, c'est-à-dire, évidemment, ce n'est pas la même chose, évidemment, c'est 1000 fois plus intéressant et plus amusant de pouvoir avoir ton propre projet, non? Donc pour moi, c'est un moment avec beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités de croissance, de création, de faire des choses, alors qu'à d'autres moments, tout était comme « comment sera telle chose ? Comment faire ceci ou cela ? Comment on y arrivera ?» Tu avais 1000 doutes, et ces doutes se résolvaient avec les mois ou les années. Oui, maintenant c'est comme si, tout se faisait immédiatement. Mais Gibran demande si on peut parler de la Bolivie. Oui, de la situation en Bolivie. Écoute, on suit ça de près, Gibran. Avec la Bolivie, en fait, les choses y sont très compliquées. D'emblée, on parle même d'un potentiel coup d'État. En gros, c'est essentiellement une rébellion. N'est-ce pas? Il y a une rébellion là-bas, menée par un groupe dont le représentant le plus visible est Evo Morales, n'est-ce pas? On va mettre à jour la situation tout de suite, non? Oui, si tu veux. En ce moment, on dit qu'à cause des manifestations en Bolivie, il y a déjà pénurie d'oxygène et de nourriture. Cela aggrave la situation en Bolivie parce que comme les routes sont bloquées, c'est ça le problème. On me dit qu'en ce moment, dans les hôpitaux publics, ils ont dû rationner, imaginez-vous, rationner l'oxygène médical. Ils ont dû suspendre les opérations et réduire la nourriture des patients parce que les routes étaient bloquées depuis déjà 16 jours, donc cela isole vraiment certaines communautés et Il y a pénurie de nourriture et de médicaments, ils sont dans une situation critique. Exactement. Eh bien, le blocage des routes, qui est soutenu par la Centrale ouvrière bolivienne, la Centrale ouvrière bolivienne et la Fédération paysanne de Tupac Katari. Ils exigent la démission du président Rodrigo Paz et une augmentation de 20% du salaire, ce que le gouvernement considère comme irréalisable, que ce n'est pas possible. Et voilà. Cette pression s'est intensifiée depuis lundi de cette semaine et il y a déjà eu, de violents affrontements devant le palais du gouvernement. En fait, 11 policiers ont été blessés et il y a eu plus de 100 personnes arrêtées, également à l'hôpital de la femme. La directrice qui s'appelle Diana Daliaga, dit qu'ils rationnent aussi l'oxygène. En néonatologie, c'est-à-dire les nouveau-nés, où il y a 29 bébés, ils peuvent à peine et ils n'ont de l'oxygène que pour 7 jours, seulement pour 7 jours, imaginez-vous. Donc, oui, c'est une situation vraiment compliquée et plusieurs hôpitaux disent la même chose. Nous avons de l'oxygène pour 36 heures, nous avons pour quelques jours, donc la situation devient vraiment compliquée. Eh bien oui, c'est difficile parce qu'il ne semble pas que le groupe d'Evo Morales veuille négocier. Non, tout devient de plus en plus tendu. Quoi d'autre? Aussi, sur le marché de Villa Fatima, dans le nord de La Paz, il y a une telle pénurie de viande que beaucoup préfèrent rester fermés parce qu'il est impossible de se procurer cet aliment. Les légumes commencent aussi à manquer et on dit qu'ils sont mis à part et si tu en trouves, le prix a déjà explosé. Il y a déjà eu 5 mobilisations, 5 manifestations exigeant la fin des blocages, n'est-ce pas? C'est-à-dire les gens en ont aussi assez et veulent que ce problème se termine. Mais bon, le problème est toujours là et ça continue.
4 personnes sont déjà mortes en Bolivie faute de soins médicaux, faute de médicaments ou d'accès à l'hôpital. Oui, la situation est tendue. La situation est tendue, bien sûr, bien sûr. Walter nous salue, il fait très chaud. J'ai commencé à transpirer tôt ce matin. Je dois prendre une solution de réhydratation pour me remettre un peu, dit Walter à Campeche. Salut Walter, oui j'imagine. Tu dois t'hydrater avec ça, enfin disons des électrolytes, non? Alors tu les prépares toi-même ou tu bois juste de l'eau ou comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on utilise? Dans les zones humides et chaudes, tu te déshydrates plus vite, donc oui c'est difficile. On salue Raúl Rodriguez. Avec tous ces virus, embrassés sans échanger de microbes, c'est difficile. Voilà pourquoi on a un seul partenaire pour éviter les échanges. Au maximum, comme une seule. Oui, oui, oui. Oui, j'échange actuellement des microbes étrangers en Europe, ils en disposent. Mais les gens le savent, c'est-à-dire, c'est comme celui qui te dit qu'il va te... Tu vois, Tu vois ce que dit celui qui regarde les hommes. Il dit, tu vois... ce n'est pas non, je ne juge pas. Non, c'est bon, enfin, c'est bon, c'est bon. Enfin, mais cela dit, ils pourront déjà faire un film, leur propre film avec elle, Hollywood et les élites obscures. Dès aujourd'hui, bonne nuit. Un superbe chat arrive et met mon like. Je le saurai, vous me le direz. Mais si au moins... Enfin, si c'est un outil, au moins pour donner plus d'organisation au script, au scénario technique. Non, il ne le fera pas pour toi, ce n'est pas à ce niveau-là, mais oui, c'est utile pour ça. Eh bien, mettre de l'ordre, n'est-ce pas? Pour mettre de l'ordre, c'est bien, mais honnêtement, ça ne va pas plus loin que ça. Bon, même s'ils ont organisé quelques concours, non? De faire des petits courts-métrages et des choses comme ça avec des idées, non, mais oui, évidemment, ça demande beaucoup de montage, énormément de travail. C'est-à-dire, ce n'est pas juste mettre une moyenne, mais oui, ils sont en train de faire ça. Des choses. Je suis très douée pour écrire. Salutations à Rosalinda Moreno. Comment vas-tu, Rosalinda? Salut, bonjour, Alex Orejuela. Comment vas-tu? Quoi de neuf ici? Celui-ci dit que ce n'est pas pour nous. Salutations à Francisco Arce. Un oui, mais le couple qui sait, dit Francisco Arce. Salutations. Salutations aussi de Blanca Barcelo. Comment vas-tu, Blanca? Parle. À Victoria Laura Castillo et salutations de Guadalajara. Aujourd'hui, j'ai pu être là, dit Victoria. C'est bien, Victoria. Salutations aussi à, il dit, la somme des deux énergies. Maintenant, il parle là-bas des énergies. Salutations à Mario Falcon qui nous regarde depuis Mendoza, Argentine. Comment vas-tu, Mario? Salutations. Mi abuela est ensuite salutations à Luisa Mical qui dit chameau. Que s'est-il passé? Salutations. Salutations. Comment vas-tu, muy abuelas? Le maître Sifu dit « C'est bien qu'il y ait de l'énergie. J'ai lu qu'il y a un centre de données là-bas dans l'Utah qui produit l'énergie thermique de 23 bombes atomiques par jour. Il mesure 43. Eh bien, c'est déjà mesuré. Imagine-toi. De combien la température augmente-t-elle? Je t'ai aussi envoyé cette note, tu n'en as pas parlé? Ils augmentent à la température de 2,2 degrés Celsius à leur emplacement. Donc oui, c'est vraiment un problème. Ça et le bruit. Aux États-Unis, lors d'une enquête, on a demandé aux gens s'ils préféraient vivre à côté d'un centre de données ou d'une centrale nucléaire, et ils préfèrent la centrale nucléaire. Oui. Eh bien oui, à cause du bruit, parce qu'en plus c'est un bruit très gênant aussi sur le plan psychologique, parce qu'entendre un bourdonnement tout le temps, ça finit par te perturber, non? Bien sûr, non, imagine. Oui, je pars. Non. Non. Ok, dit le papa de Naval. Si c'est pour amuser 2 personnes, un bébé crocodile a demandé à son papa, un jour j'aurai beaucoup de dents. Oui, mon fils. Combien, papa? Quand tu seras un portefeuille. De ceux de Raúl Rodriguez sur la guerre nucléaire, 3. Dit le papa. Si on parle de la guerre nucléaire, 3 jours de ténèbres, dit Raúl. Salutations. Raoul, comment vas-tu? Léo Costa Leonardo dit, Pépé dit aussi, et il se demande si l'avenir de toute l'humanité se joue actuellement au Moyen-Orient. Au minimum, c'est l'avenir des 2 ou 3 prochaines années qui se joue. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de l'avenir de toute l'humanité, non, pas à ce point-là. Mais si les choses restent comme ça, les 3 prochaines années seront compliquées. Oui, ce seront 3 années difficiles. Pourquoi est-ce que je dis seulement 3? Parce que les marchés aussi, eux, s'équilibrent, n'est-ce pas? Alors, il y aura d'autres endroits qui vont s'équilibrer, qui seront des conduits, qui sauront trouver le moyen d'éviter le détroit d'Ormuz. Dans un cas extrême où, je ne sais pas, où il serait complètement fermé et que peut-être, on pourrait voir un Iran, renforcé en très peu de temps, n'est-ce pas?
Qui sait, non. Mais au moins, c'est l'avenir des 3 prochaines années qui se joue, n'est-ce pas? C'est-à-dire, une récession de 3 ans peut te provoquer une décennie perdue. C'est-à-dire une décennie avec des problèmes jusqu'en 2036, n'est-ce pas? Enfin, si on va à l'extrême. Espérons que ça n'ira pas jusque-là, non? Il dit, et c'est seulement parce que la récession, c'est ce que les guerres apportent, non? C'est-à-dire, c'est toujours comme récession, et ça équivaut à des guerres potentielles. Il dit, et avec Pépé le 13, tu as déjà sorti Atlas de ton cœur, il dit. Et avec... Non, non, non. C'est que c'est beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin. Il n'y a plus rien à faire, voilà, c'est tout. L'autre jour, un sujet a été abordé. Oui, il y a encore des sujets qui sortent parce qu'il y a encore des informations qui vont soi-disant être déclassifiées et pour que les astrophysiciens les analysent, ce qui avance très lentement. Curieusement, non. Aussi, pourquoi tant de lenteur? Parce que c'est censé être une comète tout à fait ordinaire. Bon, pas si ordinaire non plus, mais c'est censé être une comète. Alors dans ce cas, révèle toutes les informations que tu as, non? Et ça? Eh bien non. Et bon, des informations, non? En théorie, peut-être plus tard. Tout cela, nous allons le voir dans Pepe Noticias, alors restez attentifs. L'autre chaîne s'appelle Pepe Noticias. Avant, c'était Pepe Eclipse. Là-bas, nous allons discuter de tous ces sujets, parce que sinon, évidemment, c'est quelque chose que je veux continuer à suivre, et avec Cristobal. Comment vas-tu, Verderi? Il dit « Qui est-ce qui déséquilibre vraiment le Moyen-Orient » demande Verderi. Bonne question, Verderi. Donc, qui est-ce? Bon, c'est un bon point, n'est-ce pas? Enfin, pour commencer, donc. Je veux dire, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de facteurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'un seul, mais... C'est une situation qui s'est construite depuis des décennies et il fallait que quelqu'un perce la bulle, n'est-ce pas? Dans ce cas, c'est Trump qui perce la bulle, pour ainsi dire. Mais ce ballon allait éclater maintenant, dans 5 ou 10 ans. Mais il allait éclater parce que c'est comme ça qu'il a été construit. Il a été conçu pour ça. Je pense, dit Salou Verderi, dit Leonardo Pepe. C'est-à-dire, le monde était tellement tranquille et il n'y avait pas de crise économique ni rien, entre guillemets. Et soudain maintenant, nous avons un conflit au Moyen-Orient, un autre en Europe de l'Est, en Ukraine. C'est tout. Comment ces problèmes se sont-ils réunis, n'est-ce pas? Comme l'humanité les rassemble, n'est-ce pas? On risque seulement d'aggraver les problèmes. La Russie ne cède pas, les États-Unis et Israël forment une autre OTAN contre l'Iran. La Chine ne lâche pas Taïwan, la corruption persiste. Les États-Unis ont dit qu'ils défendraient Taïwan, dit Raoul. Salut Raoul. Salutations à Raoul Tapatia, plus que 15 jours avant l'inauguration du grand stade aztèque, sans la présidente. Elle ne tolérera pas les sifflets, dit Tapatia, c'est ça? Salutations à Kema qui nous regarde depuis la Havane. Salutations Kema, comment? Comment vas-tu Kema? Comment vont les choses là-bas? Je t'envoie un grand salut. Salutations à Cristobal, aussi à Cebola et aux Cebolanos, à nous, à Adilson. Et Verderi demande aussi « Qui a bombardé 7 pays voisins en seulement 2 ans ?» demande Verderi. Salutations Verderi. Oh. En seulement 7 ans. Eh bien là, on parle. Je veux dire, j'imagine même les États-Unis, ou peu importe à qui tu fais référence. Israël. À 7 pays. À 7 pays. Voyons, Liban, Syrie. Bon, Gaza n'est pas un pays. Mais bon, Gaza aussi. Comptons les pays. Iran. Iran, Yémen. Yémen? 5, mais il en manque 2. Il en manquerait 2. Voyons. Voyons, mais bon. Et bon. Ce sont déjà 2 pays qui ont bombardé leurs voisins. Et les Iraniens, eh bien, ils en ont bombardé 1, 2, 3, 7 aussi. 7 aussi? Eh bien oui, parce que c'est Bahreïn, le Qatar, bon. Oui, aussi. Koweït, Émirats Arabes Unis. Oman? Israël et Turquie. Oui. Et je ne sais pas si la Jordanie, je ne me souviens pas de la Jordanie. Jordanie aussi. Donc ça fait 8, là ça fait juste 8. Et ça en une période de 3 mois, n'est-ce pas? Moins de 3 mois. Non, je te dis qu'ils sont bien assortis, dit Pépé. Ils vont se faire vacciner contre le Covid, dit Tapatia. Comment vas-tu, Tapatio? Voilà, eh ben ça fait déjà 1 mois. Oui, c'est-à-dire... Et en plus, le Covid est déjà très calme, c'est-à-dire là en bas. Aujourd'hui, non? Oui, eh bien oui, je considère aussi que c'est déjà calme. Par contre, pour la rougeole, on s'est fait vacciner. Oui. Et pour le tétanos aussi, parce qu'on bouge beaucoup, on sort beaucoup, et si on va à la montagne, si on va ici, si on va là-bas, donc tout ce genre de choses, je te recommande vraiment d'avoir toujours celle du tétanos. En vérité, on avait un peu repoussé. Bon, au début, on est allé chercher et il n'y en avait pas. Nous sommes allés plusieurs fois chercher le vaccin et il n'y avait pas celui du tétanos. Mais bon, voilà, maintenant, nous sommes tous les 4 ici, avec tous les vaccins à jour. N'est-ce pas? Salutations de la part de Léonard Pep. J'ai entendu la nouvelle où il disait que le gouvernement argentin allait signer un accord avec les États-Unis
pour surveiller ensemble toute la zone sud de l'Amérique. D'accord. Comme Comme si l'Argentine allait faire comme... en train de faire. Oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, il y a là-bas un mouvement de collaboration. Je ne sais pas ce que pensent les Argentins. Je trouve ça très curieux que les Argentins acceptent quelque chose comme ça. Je comprends pour Milei, mais ça me paraît étrange venant des Argentins. Je veux dire, je ne sais pas ce que pensent les Argentins. Je trouve ça curieux. Il dit que c'est complètement fou. Si le but est de répandre sa folie dans le monde, attention. Mes gens parlent de perdre et santé, non? Salutations Verde. Dit celui qui est ici, respirant et attendant que nous soyons bientôt libres. Si Dieu le veut, eh bien, espérons que ça marche. Et aussi salutations. Comment vas-tu? Salutations à Nelson Parado qui nous regarde depuis Villavicencio, Colombie. Regarde ce que dit l'observateur Pepe au Pérou. C'est intéressant. La NASA va ouvrir une base dans le nord du pays. Génial. Eh bien, le Pérou se positionne sur de nombreux sujets, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il entretient de bonnes relations avec les États-Unis, mais aussi avec la Chine et avec l'Europe. En fait, on dirait que le Pérou s'entend bien avec tout le monde. Et je trouve ça vraiment intéressant aussi, tu vois. Mais pas avec le Mexique, par contre. Non, si, aussi avec le Mexique. Private. Bon. Avec le gouvernement mexicain, non, mais avec le Mexique. Oui, avec nous, oui, mais de vrais Américains. Et il y a aussi ceux-là, comment ils s'appellent? Ceux du câble, ce câble sous-marin qu'ils allaient installer au Chili. Oui, les Chinois, mais comme il a commencé à y avoir des problèmes parce que les États-Unis font pression sur le Chili pour qu'ils ne l'installent pas, hein. Alors la Chine a dit, eh bien, je vais l'installer au Pérou, non? Et alors, quelle est la différence? Eh bien, ce qui est génial, c'est que ça va te rapporter plein d'affaires. Avoir ce câble va t'apporter tout ça. Non, car les États-Unis ne font pas pression sur le Pérou. Ce n'est pas pareil avec le Pérou, parce qu'avec le Pérou, le Pérou s'entend très bien avec beaucoup de monde, donc il est dans une meilleure position. Le Pérou et le Chili, c'est comme si, je ne sais pas, avec le Chili, les États-Unis ont voulu mettre la pression. Mais au Pérou, à ma connaissance, ils n'ont pas fait pression. Je ne sais pas quels accords existent, ni ce que les États-Unis prévoyaient, mais il manque des câbles sous-marins pour l'Amérique latine. On manque de communication. Eh, J'espère que ce sera varié, pas seulement la Chine. Par exemple, un câble sous-marin de Chine, un des États-Unis, un d'Europe. Le point, c'est qu'il y ait de la communication, et qu'on ne dépende pas seulement des satellites, parce qu'on sait déjà ce qui peut arriver avec les satellites. Aussi, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est intéressant. Quoi d'autre? Salutations, c'est écrit ici. Rodri est fou et le but est de s'exposer à la folie partout dans le monde. Beaucoup de salutations. Et il dit, je l'ai lu, dit Moro la Antitechnica, ça fait très mal, ce problème est vraiment compliqué. Oui, ça fait mal, oui, ça fait mal. Surtout le lendemain, le bras fait un peu plus mal et tout ça. Oui. Aussi, À moi, un peu. Si j'y touchais un peu comme ça, et je crois que le plus grand aussi a eu un peu mal, mais pas plus, un jour seulement. Il dit, ben quoi d'autre? Salutations. il dit, eh bien, mais c'est comme Roberto Carlos, il a 1 million d'amis, dit l'observateur. Raúl Rodriguez dit, mais ils disent mais qu'ils vont couper tous les câbles sous-marins. Bon, ils vont y aller, c'est soi-disant à moitié comme ça. Il veut les couper. Ils l'ont déjà été et j'acquiesce. De même, une fois coupés, ils sont réparés. Mais bon, si c'est un problème récurrent avec ce sujet, en théorie, ils ne devraient pas le faire, n'est-ce pas? De même, il n'y a pas eu d'accident dans la mer Baltique, par exemple, avec ces câbles. Oui, eh bien oui, la souche est en train de changer et moi je vais prendre ma 6e dose de rappel, je continue à porter un masque dans les lieux publics, et si je l'attrape, eh bien tant pis, ensuite on m'accueille toujours avec un masque. Regardez comme cette partie est intéressante. Merci beaucoup. Si tu es une pneumologue comme ça, imagine tous ceux qui y vont. La pneumologue, n'est-ce pas? Oui. Pneumologue? D'accord, eh bien en général, les médecins reçoivent des gens tout le temps. Oui, j'ai vu que dans pratiquement tous ou presque tous les hôpitaux, j'ai vu qu'ils en portent encore, bien sûr. Qu'ils continuent d'amener parce qu'on ne sait jamais, tu vois ce que je veux dire? Rien que pour le code ou pour n'importe quelle autre raison et... Toute autre chose. Salutations à James. Il dit, bien sûr, Pépé. Ainsi, les gouvernements ne nous auraient pas... Mais je vous aime tous les deux. Je vous regarde toujours, mais le travail m'empêche d'écrire. Une étreinte à distance depuis mon pays. Être lumière, c'est bien, vous le serez. C'est super ici. Merci beaucoup. Une grosse accolade pour toi et pour lui. Je pense pareil, ou peut-être pas tout à fait. Oui, en effet, le péruvien et le mexicain s'entendent super bien. Je pense que c'est ça, ou bien entre latinos, on s'entend très bien. Oui, en général, Leonardo Pepe dit qu'à chaque accident, qu'il s'agisse d'un avion qui s'écrase, d'une explosion ou d'une crise politique, etc. Tout ce qui est lié à la guerre en cours, on fait toujours le lien. Je pense à la guerre qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Cette guerre hybride étrange, n'est-ce pas? Parce que c'est une guerre, mais il y aurait aussi une association, soi-disant.
Il nous envoie ses salutations depuis Waxahachie, Texas. Comment allez-vous? Antonio, bonjour. Santana, salut. José Gonzalez, salut à toi aussi. Comment vas-tu, José? Merci beaucoup pour le like 199. Nous allons bientôt atteindre le 200e like. C'est super, je pense qu'on n'atteindra pas les 400 aujourd'hui, mais plus de la moitié ont liké, merci beaucoup. Il y a un problème en ce moment et d'autres collègues sur YouTube en parlent aussi. La distribution ne se fait pas bien. Oui, il se passe des choses un peu bizarres avec les vidéos, je pense qu'ils sont en train de faire des changements ou quelque chose comme ça. Donc je vous demande, donnez-nous un coup de main. Aidez-nous en likant et en partageant sur vos réseaux, parce que sinon ça n'arrive pas, c'est-à-dire que la notification arrive après ou seulement quand vous vous souvenez de vérifier. Regarde, 86% des personnes abonnées reviennent sur la chaîne, c'est-à-dire c'est un pourcentage vraiment, vraiment élevé. Ceux qui reviennent, ceux qui nous regardent en direct, nous regardent en différé, regardent les vidéos courtes, c'est-à-dire ils consomment le contenu de différentes façons. Mais c'est ça, oui, c'est une communauté très très connectée. On apprécie qu'ils puissent se connecter en direct quand c'est possible, mais si la notification n'arrive pas, c'est compliqué. Et ils le disent. Actuellement, des interruptions généralisées du service YouTube ont été signalées dans le monde entier. Oui. Il est probable que le problème vienne de leur côté, d'une panne temporaire de l'application ou du navigateur. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que s'il y a une panne, beaucoup de gens la signalent déjà. Certaines personnes disent que le son est mauvais, c'est-à-dire que le son de YouTube ne fonctionne pas correctement. Des ralentissements, c'est étrange. Oui, c'est pour ça qu'ils sont en train de me pirater. Il y a quelque chose de bizarre, oui, c'est-à-dire que c'est un problème lié au réseau, pas à nous, mais oui. Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Antonio dit « Pépé, toujours prêt et attentif. Merci Antonio. Tu ne me passes pas le bonjour depuis le Texas. » Après 67 ans à attendre un bel avenir, mais à ne voir que misère et répression, dit celui qui envoie le plus de salutations, je comprends parfaitement. C'est un sujet sur lequel Cuba ne mérite pas ça, ni les Cubains. Pour ma part, j'ai eu le plaisir de rencontrer beaucoup de Cubains ici au Mexique. Nous avons eu un grand professeur cubain d'ailleurs, dans un cours de cinéma, tu vois, dans un cours de cinéma. Là-bas, à l'école de communication de l'université Regiomontana, et c'était un excellent professeur. N'est-ce pas? Et puis, en plus de leurs écrivains et de beaucoup de talent, énormément de talent. Mais ils doivent souvent partir pour explorer ce talent qu'ils ont. N'est-ce pas? Et ce serait génial qu'ils puissent aussi l'explorer là-bas et accomplir beaucoup de choses. N'est-ce pas? En fait, c'est vraiment ça. C'est un sujet qui est urgent depuis de nombreuses années. N'est-ce pas? Leonardo Pepe dit ceci. Je ne crois pas aux accords comme celui entre les États-Unis et la Chine, car l'Allemagne nazie avait signé un pacte de non-agression avec l'URSS qui n'a pas marché. Non, la plupart du temps, les accords ne sont pas respectés ou mal appliqués, mais certains le sont, n'est-ce pas? Je veux dire, il faut se rappeler par exemple les traités de libre-échange entre le Mexique et les États-Unis, qui ont évolué, oui, mais qui ont révolutionné toute l'économie de l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Le Canada, les États-Unis, le Mexique. En ce moment, sur ce graphique des économies mondiales, le Mexique apparaît à peu près comme la 13e ou 14e économie du monde. Et cela, en partie, c'est aussi grâce à ce traité, n'est-ce pas? Il y a un traité plus qu'un simple accord. Donc, oui, c'est important, oui, ils sont importants, mais quand les pays sont déjà tellement opposés les uns aux autres, c'est très difficile à respecter. Sincèrement. Moi. Sur ce sujet, je suis d'accord, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais en même temps, comme ils sont nécessaires, il n'y a pas d'autre choix. Je veux dire, ils sont nécessaires. C'est-à-dire, contrairement au cas de l'Allemagne et de la Russie, il n'y avait pas cette dépendance que la Chine a envers la Russie, la Chine envers les États-Unis et les États-Unis envers la Chine. Une dépendance beaucoup trop grande des deux côtés, dit Lourdes. Lord. Maintenant, ça me fait penser à un autre problème, c'est qu'ils mettent des publicités, votre voix disparaît et le son de la publicité arrive. C'est très mauvais parce qu'on perd des informations intéressantes. C'est un sujet que plusieurs personnes nous ont signalé. Et là-dessus, nous n'avons aucun contrôle. C'est quelque chose que fait la plateforme elle-même, et beaucoup d'entre nous l'ont déjà signalé à la plateforme. Espérons qu'à l'avenir, ils pourront le changer, parce que l'idéal serait que ça ne soit pas coupé, n'est-ce pas? Je comprends qu'on veuille poursuivre la vidéo, mais sans son, c'est compliqué, non? On perd des informations importantes, comme tu le dis. Nous continuerons d'insister sur ce sujet pour tenter de le résoudre, car plusieurs l'ont signalé, surtout à la télé. Je ne sais pas si cela arrive aussi sur téléphone. Ça m'est déjà arrivé. Passons à un autre prix. Mais ça, c'est autre chose. Enfin, ceux qui peuvent, s'ils peuvent, ils peuvent s'acheter YouTube Premium. En fait, ton abonnement te permet de ne pas avoir de publicité, et ce que tu paies à YouTube, c'est comme payer Netflix.
Ça se répartit aussi entre les créateurs que tu regardes, n'est-ce pas? Donc c'est aussi une façon de soutenir les créateurs et de ne pas avoir de publicité, n'est-ce pas? C'est aussi une option. Ici, de nombreuses personnes talentueuses ont dû émigrer à cause de l'économie prise en otage, ce qui empêche d'avancer. Exactement, c'est ça. Comme le dit YouTube, il doit gagner avec les pubs ou YouTube Premium. Autrement dit, il ne veut pas de pub. Eh bien, il y a YouTube Premium où ça ne me dérange pas s'ils mettent moins des pubs. Voilà, c'est comme ça. Ce sont ces deux options. C'est comme ça. 2 options. Allons-y. Allez les gars, rappelez-vous que nous sommes sur WhatsApp et sur Telegram, mais aussi sur Facebook, X et Instagram. Super, il dit. Laisse les annonces, d'autres programmes arrivent. J'entre. C'est qu'ils le sont? D'autres programmes, quoi. Tu réalises que tu regardes et soudain tu es dans une autre émission. Ça, je ne le savais pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, car imagine que ça coupe et qu'un autre programme démarre en pleine conversation avec des amis. C'est pour ça, pour en parler, n'est-ce pas? Parce que ça, vraiment, ça ne devrait pas arriver. Je vais garder ce commentaire ici pour vérifier. Voyons ce qui se passe à ce niveau-là. D'autres ont-ils déjà eu ce problème? Ce n'est pas ça, tu sais. Sur YouTube, tu peux payer pour dire « Je rentre chez moi ». Salut podcast. Pour toi, imagine, entre 2 entraînements. Salut, oui, podcast pour... Toi, c'est-à-dire, imagine entre un podcast... En fait, tu peux payer pour qu'il publie et fasse la pub de ta vidéo. Oui, c'est bien que tu le comprennes, mais moi aussi. Ça m'arrive aussi et ça arrivera. Je veux dire, je comprends que toi, enfin, il y a des gens qui paient pour qu'une publicité apparaisse, mais pas pour qu'elle apparaisse au milieu d'une autre émission. Une autre émission. Exactement. Moi, ça ne m'a jamais envoyé vers une autre émission. Tu te dis, tiens, maintenant, toi, oui, à Shop. Au bar, il dit « Ça m'est arrivé cet après-midi ». L'après-midi, c'est fou ça. Et il dit non, il passe directement au direct suivant. Il dit ah. Non, toi, ça marche pour toi, ça marche bien pour toi. Il ajoute que les vidéos sont très longues. Eh bien, j'imagine. Oui, j'imagine. Tôt le matin, j'ai acheté avec une récompense. Il salue. Salutations de DRM et d'Ilcia Blanca. Merci beaucoup pour les commentaires. Merci. Eh bien, beaucoup, nous n'avions pas entendu cela. Nous allons vérifier. Eh bien, à la prochaine réunion que nous aurons avec eux, nous leur dirons. Qu'ils ne me mettent pas de bâton dans les roues. Oui. Écoute, eh bien non. Nous ne nous sommes pas heurtés. Eh bien, merci beaucoup pour tout. Nous sommes ici depuis tôt ce matin. Je vais vous raconter. Nous observons comment cela se passe. Quel format plaise le plus. Évidemment, nous vérifions toujours les avis. Nous essayons de faire des directs courts le matin, mais aujourd'hui ce n'était pas possible. Le direct a donc été plus long, mais on essaie de faire des directs par thème. Ça se passe comme ça. Oui, les directs s'enchaînent. Si tu veux continuer à regarder, tu laisses tourner le direct, il passera d'un à l'autre le matin. C'est comme ça qu'on fait. Ce soir, c'était nécessaire car les sujets étaient très différents, mais le matin, on fait généralement des segments courts de 20 ou 30 minutes, n'est-ce pas? Donc, le matin, il y a généralement moins de commentaires parce que la communauté est aussi occupée à d'autres choses. Ils écoutent sans trop participer, donc il y a moins de discussions qu'en soirée. C'est pourquoi on procède ainsi. Eh bien, il dit que la Zapateada ne dit jamais « va, va, va ». Oui, nous avons PayPal, Antonio, merci beaucoup. C'est dans la description. Aïssa, là, il y a le PayPal. Votre soutien via PayPal, Oxo ou Superchat est très apprécié. Toutes les options sont en description. Un énorme salut à Saludos, Zapateada, porte-toi bien, Antonio, Arati, Mok, Adil et à toute la communauté. Merci beaucoup, passez une excellente soirée. Salut la bande, quoi d'autre? On se voit, et j'ai déjà tout dit. C'est tout, n'est-ce pas? Super, eh bien à demain. Nous interrompons votre programme habituel. Pour la verdad. C'est Pépé en direct. La verdad es intensa. Lo insólito es real. Aquí lo analizamos, enfoque global. No te quedes fuera, conecta al canal. Pepe en vivo controlando la señal. Pepe y Astrid tirando la neta. Periodismo crudo, aquí se respeta. Activa la alerta, no pierdas la pista. Hasta la próxima. ¡Sí, señor! Nous faisons l'appel.